Ça y est, les électeurs se sont décidés dans les 27 pays membres de l'Union européenne, notamment en France. En France, c'est à la fois une confirmation et un choc. Confirmation, le score très élevé du Rassemblement national qui bat tous ses records et qui fait plus de 2 fois plus de voix que le parti du président Macron. Mais ce n'était pas une surprise, cela les sondages l'annonçaient depuis très longtemps, depuis en fait le début de la campagne électorale et bien même avant, et donc on ne pouvait que s'attendre à cette percée, cette montée en puissance du Rassemblement national, les autres partis étant relégués bien loin derrière. Ce qui a créé le choc, c'est la décision du président de la République de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale et d'appeler les électeurs à aller aux urnes très rapidement, dans les délais les plus courts possibles pour respecter la Constitution. Que peut-il se passer? Qu'espère le président en appelant les électeurs aux urnes dans des conditions si rapides et si précipitées finalement? Est-ce qu'il pense vraiment qu'ils vont exprimer un vote très différent de celui du 9 juin? Est-ce qu'il espère que la gauche n'aurait pas le temps de se préparer entre ces divisions internes et qu'ils n'auront pas le temps d'ici vendredi d'envoyer un candidat unique par circonscription et donc d'apparaître lui une fois encore comme le barrage par rapport au Rassemblement national, rôle qui a été important en 2017, qui a aussi beaucoup contribué à son élection en 2022, mais pour lequel peut-être beaucoup de personnes estiment qu'il a finalement perdu ce statut dans la mesure où, en précipitant les élections, eh bien, il peut donner, lui qui s'est fait élire contre le Rassemblement national, il peut donner très rapidement, dans moins d'un mois, les clés du pouvoir au Rassemblement national. Et donc, l'extrême droite peut parvenir au pouvoir en France. On peut noter qu'il y a aussi un autre choc en Allemagne où l'AfD, un parti extrémiste, tellement extrémiste que même Marine Le Pen ne le juge pas fréquentable, est parvenue en deuxième position derrière la CDU à près de 15% des voix, alors que les trois partis de la coalition gouvernementale, les Verts, les libéraux et les sociaux-démocrates, sont loin derrière. Donc en France, il y a trois scénarios. Le plus probable, c'est que dans la confirmation du vote du 9 juin, le Rassemblement national prenne les clés du gouvernement. Peut-être qu'ils trouveront quelques alliés, mais en tout cas, c'est eux qui donneront le là. Deuxième option, il y a un sursaut en faveur du président Macron et son parti arrive à faire barrage. Mais très honnêtement, c'est peut-être le scénario le moins crédible. Troisième scénario, insoumis et socialistes font taire leurs différences. Les partis de gauche peuvent arriver à décider d'avoir un candidat unique dans toute, voire la majorité des circonscriptions. Ils renouvellent l'offre politique qui leur avait permis d'obtenir un nombre relativement important de sièges à l'Assemblée nationale en 2022. Réponse à toutes ces questions dans les prochains jours. Ce qui est certain, c'est que ce résultat a créé un choc par rapport à ceux qui suivent la France à l'étranger. Et c'est là-dessus que je voudrais concentrer mon propos. Et nous avons un président de la République qui est affaibli du fait du très faible score de sa formation politique et des scores importants de ses adversaires. Et donc pour son rôle international, au moment où on est dans une séquence internationale très compliquée, l'Ukraine, Gaza, le sommet de l'OTAN bientôt, c'est un président Macron affaibli, alors qu'il voulait jouer le rôle d'un leader en Europe, notamment sur le dossier ukrainien, eh bien il apparaît affaibli par rapport à ses homologues. Et effectivement, il pourra moins facilement, affaibli sur le plan de la politique intérieure, prendre le leadership sur le plan international. Lui qui peut-être avait des espérances de rôle international après 2027, voit là aussi ses ambitions peut-être réduites. Sauf si, par un scénario inespéré pour lui, il arrivait à renverser la vapeur en juillet. Le chancelier Scholz est lui aussi très affaibli de par son score, de par le score de sa coalition, alors que l'Allemagne rencontre déjà des difficultés puisque son modèle gaz pas cher qui vient de Russie, exportation vers la Chine, est mis en cause et sécurité offerte par l'OTAN. Et donc c'est une période de doute que les 15 ou 14% de l'AfD représentent très bien. La gagnante au niveau européen, c'est sans conteste Giorgia Meloni, qui a augmenté son score et qui apparaît comme étant à la tête d'un gouvernement stable en Italie, ce qui est un exploit en tant que tel, d'ailleurs, parce que l'Italie ne nous y a pas habitués, et qui peut dire que elle, contrairement au président français et au chancelier allemand, les électeurs ont conforté ses choix. Quelle sera la nouvelle composition au niveau global du nouveau Parlement européen ? Le parti de centre-droit, PPE, en fait, a augmenté ses marges, même si en France, il a perdu beaucoup. Dans les autres pays, et notamment d'ailleurs en Allemagne, il gagne. Et donc, en fait, pour la première fois depuis 3 élections, il augmente même faiblement son nombre de députés. Il sera le premier parti. Les sociaux-démocrates sont affaiblis en Allemagne, ils sont plus forts en France. Grosso modo, il reste le deuxième groupe. Et la coalition qui a emmené Mme von der Leyen au pouvoir il y a 5 ans,
à savoir le centre-droit, les sociaux-démocrates et les libéraux, pourraient être constitués et conservent la majorité au Parlement européen. Mais il faudrait que les chefs d'État et de gouvernement désignent Mme von der Leyen comme chef de file, ce qui n'est pas certain pour le moment, et il est vrai qu'elle a attisé la colère de nombreux électeurs au niveau européen. Les grands perdants sont les libéraux, dont la France fournissait l'essentiel du contingent, et les Verts aussi, qui perdent un tiers de leur siège. Il y a une sorte de révolte des électeurs contre les contraintes environnementales, ce qui n'est pas très réjouissant par rapport aux luttes à venir pour la préservation du climat. Si l'extrême droite se renforce, elle ne devient pas pour autant majoritaire, elle ne fait pas partie de la coalition, mais ce que l'on peut voir et ce qu'il faut constater de façon clinique, c'est que l'extrême droite gagne la bataille des idées et qu'elle a réussi à imposer aux autres formations une partie de son programme. De nombreuses formations qui ne sont pas sur la droite radicale courent un peu après son programme, notamment la droite et voire même des fois le centre-droit, et que en termes gramsciens, il y a une victoire pour l'extrême droite en Europe. Et puis, il y a cette grande interrogation, est-ce que la France, le 26 juillet, va recevoir le monde entier avec un gouvernement d'extrême droite ? Est-ce que l'universalisme des jeux sera incarné par un gouvernement d'extrême droite en France? Alors, ça sera un choc, effectivement, ça sera nettement commenté, mais en réalité, il faut voir que ce qui compte par rapport au JO, c'est pas tellement le gouvernement. Bien sûr, c'est important pour fournir les crédits, assurer la sécurité, etc., mais les figures représentatives ne sont pas celles-là. Ce qui compte, c'est toujours le comité d'organisation, qui reste évidemment présidé par Tony Estanguet, et puis en termes institutionnels, c'est la maire de Paris et le président de la République, aussi d'ailleurs la présidente de région, mais moins le gouvernement. Le gouvernement ne sera pas central, n'effacera pas, en tous les cas, il jouera un rôle, mais il n'effacera pas cela. Ceci étant, il faut le bien dire, quand même, ce sera largement commenté, et il y a un peu l'image d'une France affaiblie, d'une France qui ne sait plus trop où elle va, d'une France qui remet en cause ses liens avec le monde extérieur, et effectivement, il y a, depuis déjà assez longtemps, ce n'est pas nouveau, une lente mais constante dégradation de la France à l'étranger, et celle-ci se poursuit avec ces élections et avec la suite des événements qui en découlent.